typique de l'attaquant Nicolas Jackson. Parce que, au-delà d'un simple transfert ou d'un prêt classique, on est vraiment face à une étude de cas sur la perception du talent. Les sources qu'on a sous les yeux mettent en lumière un phénomène complètement contre-intuitif. C'est-à-dire ? Comment l'absence pure et simple d'une personne peut forcer tout un écosystème à réévaluer brutalement des qualités qui étaient jusque-là totalement sous-estimées, voire ignorées. Complètement. Donc la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre cette mécanique de l'absence. On va regarder comment un attaquant qui était violemment critiqué par son propre camp a vu sa cote de popularité exploser alors qu'il n'était même plus sur le terrain. C'est ça le vrai paradoxe. Voilà. Et on va essayer d'en tirer des leçons plus globales sur notre incapacité chronique à valoriser le travail de l'ombre. Mais pour bien comprendre ce basculement, il faut revenir au point de départ. La controverse initiale et surtout la voix qui t'appelle plus fort sur lui. John Obi Mikel. Oula, ouais. Alors il faut absolument situer qui est John Obi Mikel dans l'écosystème de Chelsea. On ne parle pas du tout d'un simple commentateur télé ou d'un observateur lambda. Non, c'est pas n'importe qui. C'est une ancienne légende du club, un milieu de terrain qui a absolument tout gagné avec cette institution londonienne. Il est un peu le dépositaire de la culture de la gagne là-bas. Donc sa parole a un poids institutionnel massif. Quand il s'exprime, on a l'impression que c'est l'histoire même du club qui juge la génération actuelle. Et il faut savoir que Chelsea, historiquement, c'est un véritable broyeur d'attaquants. Ouais, la pression est folle. C'est d'une brutalité inouïe. Le maillot d'avant-centre pèse 1 tonne. Et la patience des supporters et des anciennes gloires, elle se compte en semaines en fait, pas en saison. Ce qui explique pourquoi dans les sources qu'on a lues, les propos de Mikel étaient si virulents à l'époque. Il l'a vraiment pas épargné, Nicolas Jackson. Ah non, pas du tout. Les analyses pointaient à un joueur trop brouillon, pas assez clinique devant le but. En gros, un profil qui collait pas avec les standards aristocratiques d'un club de ce niveau. C'est exactement le terme, ouais. Et le jugement était tombé, quoi. Sans appel, relayé partout dans les médias, adopté par les supporters, le verdict, c'était tout simplement « Jackson n'est pas l'homme de la situation ». Et du coup, la suite logique, quand un désaveu public aussi fort, surtout validé par des légendes, c'est la mise à l'écart, c'est inévitable. Donc, lors du dernier mercato estival, on l'envoie en prêt au Bayern Munich. Et ça ressemblait vraiment à la conclusion du chapitre. On envoie l'erreur de casting loin de Londres pour calmer tout le monde. Sauf que la machine s'est grippée à Chelsea, l'attaque s'est enrayée, le jeu est devenu stéréotypé au possible, et c'est là que le discours change du tout. Et c'est un revirement tellement spectaculaire, parce que sur son propre canal de diffusion, ce même John Obi Mikel a dû ravaler ses mots. Littéralement. Ouais, les citations dans l'article sont assez dingues. Il dit publiquement, oui, il nous manque, et il insiste en rajoutant, nous ressentons le manque de Nicolas Jackson, voir une légende locale, faire ce genre de contrition publique, admettre qu'elle s'est trompée, dans un milieu avec des égos aussi surdimensionnés, c'est rarissime. Non mais c'est clair. Ça me fait penser à la dynamique d'une cuisine étoilée. Imaginons un critique gastronomique super sévère. D'accord, je vois l'idée. Il va dîner dans un grand restaurant. Il regarde l'assiette, il trouve le dressage un peu imparfait, ouais. Il manque une pincée de sel, bref. Il écrit un article incendiaire et il fait virer le jeune sous-chef. Le bouc émissaire classique, quoi. C'est ça. Le jeune part. Quelques semaines plus tard, le critique revient. Nouvelle équipe. Le dressage est sublime, parfait pour les réseaux sociaux. Mais alors ? Il goûte et il se rend compte que le plat est insipide. Il n'y a plus aucune profondeur. Pourquoi ? Parce que le fameux jeune sous-chef qui l'a fait renvoyer, c'était le seul qui savait faire le bouillon de base. Ce fond de sauce invisible qui liait tout. Ah, c'est une excellente métaphore. L'esthétique de l'assiette sert plus à rien si la structure aromatique s'effondre. Mais c'est exactement ça le problème, le biais d'attention en fait. On a tendance à ignorer le travail fondamental tant qu'il est fait tous les jours. On prend l'effort continu pour acquis. Ouais, c'est la normalité. Voilà. Et ce vide laissé par Jackson, on pouvait le voir que par la soustraction. L'ironie dans cette histoire, c'est que ce vide immense a forcé tout le monde à ne plus regarder ce qui n'allait pas chez lui, mais ce qui ne tourne plus rond sans lui. C'est fou de devoir en arriver là. Et pour bien capter ce qu'il représentait, il faut suivre ses traces en Allemagne et voir comment il a géré cet exil bavarois. Et attention, faut pas croire que cet exil au Bayern Munich, c'était des vacances pour se ressourcer. Le contexte décrit dans nos sources est hyper rude. Le Bayern, c'est un rouleau compresseur européen. Clairement, c'est pas le Club Med. Et puis il tombe sur un obstacle monumental, la superstar anglaise Harry Kane. Franchement, partager l'attaque avec un des buteurs les plus constants de la décennie, ça veut dire accepter d'être relégué à un rôle périphérique. Son temps de jeu a été rationné.
Et le rôle de remplaçant dans un club de cette envergure, c'est d'une ingratitude absolue. Les exigences de résultats sont tellement énormes que l'entraîneur distribue pas les minutes pour faire plaisir. C'est clair. Les minutes qu'il obtient, elles sont arrachées dans des fins de match super tendues, tactiquement verrouillées. C'est jamais facile. Ce qui nous amène aux stats, parce que là, le paradoxe devient chiffré. Le document parle de 27 apparitions cette saison. Mais attention, sur ces 27 apparitions, on a seulement 11 titularisations. Ouais, le reste du temps, c'est des bouts de match. Exactement. Il entre pour gratter un quart d'heure par-ci par-là. Et malgré ce rythme complètement haché, le mec affiche un bilan de 9 buts et 4 passes décisives. C'est un ratio qui est juste phénoménal. Et ça demande une petite explication technique. Parce que entrer à la 75e minute, dans un match de ce niveau, ça demande une adaptation physique et neurologique hors norme. Ouais, tout le monde est déjà à fond. C'est ça. Les autres joueurs sont déjà dans le rouge niveau cardio, le ballon circule à une vitesse folle, les défenseurs sont bien en place, et le remplaçant doit sortir du banc complètement froid et se brancher sur ce rythme de malade. Obtenir 13 implications directes sur des buts dans des conditions pareilles, c'est d'une efficacité clinique. Mais du coup, ça soulève une vraie question sur l'aspect psychologique de la chose. Je m'explique. À Chelsea, il avait ce poids sur les épaules. Il devait être le sauveur d'une équipe en crise. La moindre frappe ratée faisait le tour d'Internet. Le bouc émissaire, on y revient. Voilà. Alors qu'au Bayern, dans l'ombre majestueuse de Harry Kane, il n'était plus ni le problème, ni la solution miracle. Est-ce que ce recul par rapport à la pression médiatique ne l'a pas justement libéré? Une sorte d'oxygène qui lui a permis de se concentrer que sur sa technique. Une libération par l'anonymat, en quelque sorte. T'en penses quoi? Alors je vais devoir mettre un petit coup de frein sur cette théorie. Elle est super séduisante, l'idée de la libération. Mais la réalité des vestiaires du très haut niveau, elle est souvent bien plus cruelle. Ah bon? Ouais. Ces mecs-là, les grands attaquants, ils carburent à l'ego, à l'importance qu'on leur donne. Et se retrouver relégués comme simple doublure, regarder un autre gars attirer toute la lumière 9 fois sur 10, ça te bousille la confiance. Ah ouais, tu penses que c'est destructeur à ce point? Ah oui, complètement. Beaucoup de joueurs sombrent dans la frustration, lâchent l'affaire à l'entraînement et attendent juste que la saison se termine. Donc, ce rôle de l'ombre au Bayern, c'était pas du tout un refuge confortable. C'était carrément un test mental ultra violent. Exactement. Maintenir ce niveau de concentration pour transformer le peu de miettes que Harry Kane lui laissait, ça montre une résilience mentale bluffante. Il s'est pas caché sur le banc bavarois. Il s'en est servi comme d'un laboratoire. Je vois. Il a optimisé chaque touche de balle, chaque appel. Et c'est cette optimisation combinée au désastre du côté de Chelsea qui a éclairé son vrai profil. Parce que si Chelsea le regrette autant, c'est pas juste pour ses 9 buts en Allemagne. Le fond du problème, il est purement tactique. Et ça, c'est vraiment le clé de voûte de l'article. Il insiste lourdement sur son profil atypique. C'est pas qu'un problème de finition à Chelsea, c'est un problème de mobilité. Un manque criant de mobilité. Ouais. Les fameux défauts de Jackson, le côté brouillon, c'est en fait sa capacité vitale à étirer les lignes et à créer des espaces. D'ailleurs, étirer une défense, c'est un concept qu'il faut vraiment visualiser. Dans le foot moderne, les blocs, c'est ultra dense. C'est organisé au millimètre. Un vrai mur, quoi. Voilà. Si ton attaquant reste planté au milieu, il se fait avaler par les défenseurs centraux. Et l'équipe fait tourner le ballon en U autour de la surface sans jamais trouver de faille. C'est exactement le syndrome de Chelsea en ce moment. Du coup, on peut reprendre l'image de la construction. C'est comme construire un gratte-ciel. Quand les gens marchent dans la rue et regardent une nouvelle tour, ils voient la belle façade en verre qui brille au soleil. Ouais, le truc clinquant. Personne s'arrête pour admirer les piliers en béton armé qui sont enterrés à 50 mètres de profondeur. Le but marqué, la belle finition, c'est la façade en verre. C'est ça. Sauf que le but, il n'est possible que parce que les fondations ont absorbé toute la pression. Les courses épuisantes de Jackson, ses appels en profondeur qui l'obligent à sprinter pour rien vers les poteaux de corner, c'est le béton armé. C'est le travail ingrat qui fait tenir le tout. Il oblige le défenseur à faire un choix, un vrai dilemme. C'est-à-dire? Soit le défenseur reste en place et Jackson est libre face au gardien. Soit le défenseur le suit et là il crée un cratère de 15 mètres carrés en plein milieu de la défense. Et c'est là-dedans qu'un coéquipier peut s'infiltrer tranquillement. Son boulot, c'est détruire la structure adverse par le mouvement. Ce qui donne tout son sens à cette phrase de Michael Engel. Ce qu'il nous a apporté, aucun autre attaquant ne nous l'a apporté. Il réalise que Jackson, c'était pas le finisseur, c'était le metteur en scène. Exactement. Mais ça pose un problème d'évaluation, non? On est dans une époque où on veut voir des compiles des buts sur les réseaux.
Comment le public est censé applaudir un maître dont le principal talent c'est de courir dans le vide pour libérer 1 m² pour son pote? C'est toute la difficulté. L'analytique essaie de corriger ça aujourd'hui. Les data analystes calculent les courses à haute intensité ou l'impact de la manipulation spatiale. Mais à l'œil nu, depuis les tribunes, c'est invisible. On veut juste récompenser celui qui franchit la ligne d'arrivée. Toujours. Quand le travailleur de l'ombre est là et que l'équipe marque, on donne la gloire au buteur. C'est le destin du travail structurel. Quand c'est bien fait, on ne le voit pas. Son importance saute aux yeux uniquement quand tout s'effondre après son départ. Et ça nous amène directement à l'avenir, à ce carrefour stratégique. L'article est clair, le prêt s'arrête à la fin de la saison. Chelsea, qui a compris la leçon, à ses dépens, l'attend de pied ferme pour le réintégrer. Il aurait une, je cite, nouvelle carte à jouer. Ouais, sur le papier, c'est le scénario hollywoodien classique. Le banni revient en héros. Le club a toujours son contrat, l'attaque a besoin de lui, les critiques d'hier sont devenus ses fans, et la place de titulaire l'attend. C'est la voie royale. Mais parce qu'il y a un grand mais dans le document, il y a un élément qui vient tout parasiter. Son efficacité sur le banc bavarois n'est pas passée inaperçue ailleurs. Des rumeurs très sérieuses l'envoient vers un autre monstre européen, l'AC Milan. Et ça change totalement la donne, non ? Ah bah ça change radicalement le rapport de force. L'été dernier, il a été jeté en pâture, critiqué, forcé de s'exiler. Il était clairement en position de faiblesse. Il n'avait pas le choix. Aujourd'hui, il a une monnaie d'échange en or. Il est prouvé et désiré sur le marché européen. Ce n'est plus Chelsea qui tient toutes les cartes. C'est Jackson qui peut choisir l'environnement idéal pour la suite de sa carrière. Et si on se met à sa place 2 secondes, l'histoire de la vengeance, c'est beau. Revenir là où on l'a traîné dans la boue, mais professionnellement parlant, pourquoi retourner dans un environnement aussi toxique ? C'est un vrai pari, ouais. L'AC Milan arrive avec un projet frais. Ils ne viennent pas pour réparer une erreur du passé, ils viennent parce qu'ils aiment son profil actuel. Ses courses, son intelligence de jeu. Franchement, retourner à Chelsea, c'est pas prendre le risque de redevenir le bouc émissaire au premier contrôle raté. C'est le gros dilemme de ce mercato. C'est un calcul entre ego, sécurité psychologique et plan de carrière. D'un côté, forcer ses anciens détracteurs comme Mikel à l'applaudir, c'est un carburant de dingue. La rédemption pure. Voilà. Mais de l'autre, Milan, c'est la clarté. Un système qui valorise directement sa manipulation de l'espace sans ce passif ultra lourd. C'est choisir entre soigner une vieille blessure ou carrément partir sur une santé neuve. Quelle que soit sa décision, cette histoire restera un cas d'école hallucinant sur l'évaluation biaisée du talent. Il aura fallu un alignement de planètes dingue, un prêt forcé, la présence d'un titan comme Harry Kane, une discipline mentale d'acier pour rentabiliser des miettes de match et en même temps le naufrage de son club incapable de trouver la clé de l'espace sans lui. L'ironie ultime, c'est vraiment la façon dont ils ont fini par comprendre. Ils n'ont pas appris à aimer le jeu de Jackson en le regardant jouer, ils ont appris en regardant les autres essayer de jouer sans lui. L'espace qu'il créait est devenu visible juste au moment où cet espace a disparu. C'est puissant, ça. Et au fond, ça dépasse largement le cadre du sport. On vit dans un monde obsédé par la présence. Le présentéisme, les indicateurs clés de performance immédiat, les tableaux de bord. Et cette analyse, elle nous met face à notre propre aveuglement. L'histoire de Jackson, c'est la preuve que des fois, la meilleure façon de quantifier l'impact de quelqu'un, c'est de l'enlever de l'équation. C'est la soustraction brutale de la personne. Exactement. Le vide devient le seul instrument de mesure capable d'évaluer une efficacité qui travaillait dans l'ombre. Et c'est une réflexion qu'on peut tous appliquer à notre propre environnement, que ce soit au boulot, dans une asso, n'importe où. C'est quoi la profondeur réelle de la structure invisible qui fait tenir notre équipe ? Si on enlève cette personne discrète ou reléguée au second plan, est-ce que toute la belle façade de verre s'effondre ? C'est une excellente question. Ça rappelle que le bruit de la réussite masque très souvent le silence de ceux qui la construisent. Ça fait vraiment réfléchir pour la suite. Merci en tout cas pour cette plongée intellectuelle dans les sources du jour. C'était passionnant. L'investigation continue. À très vite.